Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est arrivé ce samedi à Séville, en Espagne. Le général de division Abdoulaye Maïga prendra part à la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui s'ouvre ce lundi. Le chef du gouvernement présentera aux partenaires la vision du Malicoura 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Le Conseil consultatif pour la refondation, nouvel organe législatif de la transition du Niger, a été officiellement installé ce samedi à Niamey. Il comprend 194 membres. Celui-ci a pour mission de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement. Parmi les invités, le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diawa. La mission de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale s'achève le 30 juin. Le document sera remis au président de la transition dans les prochains jours. Pendant plus d'une année, la commission a tenu plus d'une centaine de sessions plénières, rencontré l'ensemble des forces vives et les institutions de la République. Nyanya Alou Traoré a assisté hier à l'une des dernières séances. Fin des premiers Jeux de l'AES pendant une semaine, Bamako a vibré au rythme de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ces Jeux ont permis de matérialiser la vision des 3 chefs d'État, celle de fédérer les peuples de l'AES. Nous sommes le samedi 28 juin 2025. Vous servirait un plaisir. Bonsoir et bienvenue à la grande édition sur ORTM 1. Direction Séville, en Espagne, où est arrivé le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga en début de soirée. Le chef du gouvernement est accompagné par certains membres du gouvernement, de la conseillère diplomatique du président de la transition. Le général de division Abdoulaye Maïga prendra part au nom du président de la transition à la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tient du 30 juin au 3 juillet prochain. À son arrivée, il a été accueilli par l'ambassadeur du Mali en Espagne et la communauté malienne vivant à Séville. La forte communauté malienne qui accueille le Premier ministre en Espagne, plus précisément à Séville. Le chef du gouvernement qui est accompagné par certains membres du gouvernement, de la conseillère diplomatique du président de la transition. La 4e conférence internationale sur le financement du développement est une opportunité majeure pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et promouvoir la réforme de l'architecture financière internationale. Le Premier ministre aura l'occasion de parler de la vision Malicoura 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Les enjeux de cette conférence avec Mamari Koné et Aliou Touré. La 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville en Espagne représente une opportunité unique de réformer le financement à tous les niveaux. Elle doit aussi donner une impulsion à la réforme de l'architecture financière internationale et relever les défis qui freinent l'investissement urgent nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est une occasion aussi d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. L'occasion sera opportune pour le chef du gouvernement de présenter aux partenaires extérieurs la vision Malicoura Niatasira Kabessan Bafla Anibi Oroni Sabama ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Ces 2 initiatives visent à moderniser notre pays, encourager l'innovation et renforcer son intégration sur les plans régional et international. La vision Malicoura 2063 s'appuie sur 11 projets structurants comme Farafina du Guinée pour garantir l'autosuffisance alimentaire, Yelenkoura visant un accès universel à l'électricité ou Kankoumoussa Sigina dédié à la valorisation du patrimoine culturel. Et quant à la stratégie nationale, elle s'articule autour de 5 grandes priorités comme le renforcement de la souveraineté, de la paix et de la sécurité ou la transformation économique et une croissance durable. À Séville, la délégation malienne prendra part à certains panels stratégiques de haut niveau. En marge de la conférence, le général de division Abdoulaye Maïga aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants du monde et avec des partenaires stratégiques du Mali. Il aura enfin un cadre d'échange avec les Maliens établi en Espagne.
Voyons à présent ce qui fait l'actualité dans les autres pays de l'AES. Le Niger abrite le premier forum de la jeunesse de l'AES, un cadre d'échange, de réflexion et de propositions autour des défis et des opportunités qui interpellent les jeunes dans l'espace. En plus des 3 pays, le Togo et le Tchad prennent part à ces assises. En marge des travaux, les ministres en charge de la jeunesse ont été reçus en audience par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Le compte-rendu de cette audience avec Aïchatou Bawa et Mahamadou Adamou. Présente au Niger dans le cadre du premier forum de la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui s'est ouvert ce jour à Niamey, la délégation des ministres en charge de la jeunesse de l'AES, du Tchad et du Togo est venue faire au président de la République le point des travaux de cette première rencontre de la jeunesse de l'AES. Un forum qui marque une étape préparatoire au sommet des adolescents et des jeunes de l'AES qui se tiendra très prochainement à Bamako, au Mali. Nous sommes venus exposer ce qui est en train d'être fait dans le cadre du premier forum, de la rencontre qui est en cours et surtout du rôle que les jeunes vont pouvoir exposer dans le cadre de recommandations pour que ce soit une feuille de route pour les jeunes de l'AES. Dans l'autre aspect, nous avons également expliqué que le premier forum de la jeunesse de l'AES, ce n'est qu'une première étape. C'est l'étape avant d'aller également au sommet des adolescents et des jeunes de l'AES qui se tiendra à Bamako. Donc nous aurons sur ces 2 phases des recommandations fortes, mais un plan d'action et une feuille de route qui serait notre tableau de bord pour toute la jeunesse de l'AES. Invités d'honneur à ce forum, le Tchad et le Togo ont salué l'initiative et exprimé leur engagement à renforcer la coopération entre les jeunes de l'AES et ceux de leur pays. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons voulu y prendre part et que nos chefs d'État respectifs nous ont recommandé vivement de participer à ce forum. Pour plusieurs raisons, dont la principale, c'est qu'elle concerne la jeunesse. Et la jeunesse, que ce soit des pays de l'AES ou non, ont les mêmes difficultés et nous avons des défis partagés. L'objectif pour nous surtout, c'est de pouvoir mettre en commun nos efforts, de réfléchir ensemble pour les solutions les plus appropriées pour permettre à nos jeunesses surtout de s'épanouir. De la République qui nous a beaucoup conseillé, surtout de bâtir une jeunesse responsable, consciente des défis de l'ère et une jeunesse engagée dans le développement de nos différents pays. Puisqu'il y a plusieurs années, depuis l'indépendance, on a écoulé plus de 60 ans et on se trouve au même niveau. Nous restons au Niger. Le Conseil consultatif pour la refondation, le nouvel organe législatif de la transition, a été officiellement installé ce samedi à la faveur de la première session de l'institution. Il comprend 194 membres. Celui-ci a pour mission de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement. La cérémonie d'installation a été présidée par le Premier ministre nigérien Ali Maman Lamine Zen en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diawa. Nos envoyés spéciaux sont Siaka Konaté et Idrissa Traoré. L'exécution des hymnes du Niger et de l'AES, des bénédictions pour la réussite de cette cérémonie qui consacre l'installation officielle des 194 membres du Conseil consultatif de la refondation CCR et l'ouverture de la première session de l'organe législatif de la transition du Niger, créé par un décret présidentiel le 18 avril dernier, conformément à l'article 68 de la charte de la refondation du 26 mars 2025, cette institution a pour mission de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question intéressant la vie de la nation. De sa propre initiative, elle peut leur faire aussi des propositions et des recommandations. Le Conseil consultatif de la refondation aura un rôle déterminant à jouer dans l'affirmation et la promotion des valeurs, principes socio-culturels de la refondation, piliers sur lesquels sera bâtie la société nigérienne de demain. Ces valeurs et principes, tirés de la charte de la refondation, s'énoncent comme suit: le patriotisme, la discipline et le civisme.
l'inclusion, la solidarité, la fraternité et l'esprit du consensus. Le sens et le respect du bien public. Le président du Conseil consultatif de la refondation est conscient des défis qui attendent son institution, appelé à conseiller le gouvernement sur les questions de refondation et de développement. Propositions et recommandations formulées par le Conseil consultatif de la refondation sont communiquées au président de la République, chef de l'État. Le Conseil consultatif de la refondation est donc un organe d'orientation qui sera à l'écoute des populations afin d'assister convenablement les organes exécutifs pour une meilleure gouvernance économique et sociale. Nous avons été choisis parmi des millions de Nigériens. Ce choix n'est pas fortuit, car si pour certains il découle d'une expérience vécue, pour d'autres il émane d'expertise avérée. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous adresser mes sincères et vives félicitations en fondant l'espoir que chacun et chacune de vous contribuera à sa façon à l'œuvre d'édification de la refondation de notre pays. L'installation du Conseil consultatif de la refondation marque l'harmonisation des institutions de l'AES. S'est réjoui le Premier ministre nigérien Ali Maman Lamine Zen a exhorté les conseillers à œuvrer à la promotion d'une coopération respectueuse de la souveraineté et des intérêts des pays de l'AES, de saluer les dons de soi des 3 chefs d'État de la Confédération. 3 États ont agi conséquemment en soutenant sans réserve nos armées qui se sont dressées en rempart contre une honteuse recolonisation du Sahel. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à leur excellence. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, président en exercice de la Confédération. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Faso. Et au général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour leur vision et le don de soi dont ils font montre dans la reconquête de la dignité de l'homme africain. Depuis qu'ils président aux destinées des peuples de notre confédération, nous avons compris qu'au Sahel, les choses ne seront plus jamais comme avant. Inch'Allah. L'organe législatif du Niger installé, la Confédération des États du Sahel, peut désormais tenir ses sessions parlementaires, constate avec satisfaction le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, un pays qui doit accueillir la première session parlementaire confédérale. Les présidents de l'Assemblée nationale du Ghana et celui du Tchad ont eux aussi effectué les déplacements pour apporter leur soutien au peuple nigérien et sa détermination à tourner la page du passé et ouvrir une nouvelle page de son histoire, pour paraphraser les seconds. Et parmi les invités à la cérémonie d'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger, le président du CNT, dans son adresse à cette auguste assemblée, le général de corps d'armée Malik Diawa a remercié le président nigérien Abdrahmane Tchani pour la mise en place de cet organe législatif de la transition qui, selon lui, constitue un signal fort dans la marche des pays de l'AES vers leur indépendance totale. Il n'a pas ignoré non plus la lutte implacable que les forces armées de l'AES mène contre les groupes terroristes. La synthèse de son discours avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions futures. Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale, et la jeunesse est un pilier très important dans la refondation du Niger. C'est en substance le message du président de la transition du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a participé hier à un match de football qui a opposé les professionnels du football à l'équipe de la présidence. À la fin du match, le président du Faso, également capitaine de l'équipe de la présidence, invite la jeunesse à prendre soin de la mère patrie. Le commentaire de Lassina Sawadougou. Cette 3e édition du match annuel équipe de la présidence du Faso contre celle des professionnels burkinabés, les deux parties ont mobilisé toutes leurs forces. D'un côté, les cadres et anciens cadres de l'équipe nationale de football à l'image des frères Bertrand et Alain Traoré. De l'autre côté, le président du Faso et ses proches collaborateurs. Et c'est parti pour une explication de 2 fois 30 minutes.
Dès l'entame du match, les professionnels qui ont sans doute à l'esprit de remonter les 2 défaites des éditions précédentes investissent le camp de la présidente du Faso. Les actions s'enchaînent. Des occasions s'offrent aux 2 équipes qui ne parviennent cependant pas à trouver le chemin des filets jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, l'équipe de la présidente du Faso va élever le niveau de jeu. Elle multiplie les initiatives, s'organise et assiège le camp adverse. Des occasions nettes de but sont créées. Et à la 40e minute, le commandant Basile Zongo ouvre le score pour la présidente du Faso. 5 minutes plus tard, soit à la 45e, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, double la mise sur un penalty. Et ce n'est pas fini. À la 48e minute, le commandant Basile Zongo inscrit son doublé. En face, les professionnels chahutés et dépassés se remobilisent. Ils mettent la pression et finissent par réduire le score grâce à Préjus Nakoulman. Au marquoir, rien ne va changer jusqu'au coup de sifflet final qui consacre ainsi la 3e victoire d'affilée de la présidente du Faso en autant de matchs. La seule chose qu'on puisse faire en tant que jeune, c'est de penser à notre patrie. Donc, pensez toujours à revenir en Afrique, que ce soit des investissements, tout ce que vous voudrez faire, il faut penser à l'Afrique. Pensez à vos pays respectifs. Pensez au Burkina. C'est le plus important. Et nous avons bien compris, et l'élan qu'on a lancé actuellement, c'est de compter sur nos propres forces. Et on ne doute pas. Nous sommes le continent le plus jeune, donc profitez de cette jeunesse pour pouvoir construire notre pays. Et vous êtes l'expression vivante de la jeunesse. Et nous voulons une jeunesse saine, propre, avec toutes les qualités. Et pour ça, je pense que le sport est un facteur très important. Et je milite pour que vous soyez tous des ambassadeurs du Burkina, partout où vous êtes. Faites passer le message de cette unité, cette cohésion qu'on cherche pour le Burkinabé et pour toute l'Afrique. On a le devoir de bien représenter notre chère patrie, son excellence aujourd'hui. Je pense qu'il est l'exemple de toute l'Afrique. Et on est fiers, on est plus que fiers aujourd'hui d'être burkinabé. Partout où tu passes. Le changement ici est une chose extrêmement positive, ça se voit. Et le pays est en train de se développer. Je pense que s'il continue sur cette lancée, ça va vraiment être l'Eldorado d'Afrique d'ici peu. Retour à l'actualité nationale. Les forces armées maliennes viennent de porter un coup dur aux groupes armés terroristes avec la neutralisation d'un grand terroriste très redoutable d'origine étrangère. L'opération a été menée à Chaman dans la région de Menaka. Les explications de Abdoulaye Sakou. Dans une opération militaire d'une précision chirurgicale, les forces armées maliennes ont mis hors d'état de nuire un chef de l'État islamique au Grand Sahara d'origine étrangère ce samedi 28 juin 2025 dans la localité de Chaman à 38 km au nord de Menaka. À ses côtés, son garde du corps également armé a été neutralisé. Selon des sources sécuritaires, les unités engagées ont agi sur la base de renseignements précis. L'homme à la tête d'un groupe armé avait rassemblé sous contrainte les populations locales pour mener une opération de propagande forcée visant à étendre l'influence terroriste dans cette zone. L'intervention éclair survenue lors d'un accrochage tendu a permis de mettre fin à cette tentative d'endoctrinement. Aucune victime civile n'est à déplorer, précisent les autorités militaires. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a salué le professionnalisme et la détermination des troupes engagées. Une réussite opérationnelle qui, selon le haut commandement, s'inscrit dans la dynamique de sécurisation du territoire national et de lutte contre le terrorisme au Sahel. Et bon courage à nos femmes. C'est ce 30 juin 2025 que s'achève la mission de la
commission mise en place pour élaborer le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Durant de longs mois, les membres auront tenu plus d'une centaine de sessions plénières, rencontré l'ensemble des forces vives de la nation et les institutions de la République. En attendant la remise officielle du document au président de la transition dans les prochains jours, les membres de la commission étaient hier en plénière pour finaliser le dit document. C'est ce que nous disent Nyanya Alou Traoré et Djeli Marandiabati. La commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale amorce le tout dernier virage de la mission confiée à elle par le président de la transition. L'équipe forte d'une quarantaine de personnes, chacun d'un domaine d'expertise bien précis, a été mandatée par le général d'armée Assimi Goïta pour rencontrer tous les Maliens et parler de certaines de nos valeurs cardinales qui constituent le pilier de l'identité d'une nation. Le président de la commission lui occupe déjà son bureau. Bonjour, monsieur le président. Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, dirige avec responsabilité ce groupe d'experts qui a le devenir identitaire de la nation malienne entre les mains. Une année de discussion et de partage entre les membres, mais surtout une année de consultation de toutes les parties prenantes au processus. Une belle expérience au service de la nation, nous confie-t-il. Nous avions passé des moments très intéressants, très intellectuels, des moments où les membres de la commission ont eu à discuter mot par mot sur le sens de cette charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, sa vision, ses objectifs, ses principes. Et ce fut une grande trouvaille avec l'ensemble des concitoyens du Mali, des compétences différentes, diverses, qui ont pu examiner, discuter et proposer un projet de charte au chef de l'État. Issu des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, le projet de charte nationale se compose d'un préambule de 16 titres, de 39 chapitres et de 105 articles. Le document met en avant une vision d'un Mali fondé sur l'autorité parentale, la loyauté, le patriotisme et le travail. Et ce n'est pas tout. L'affirmation d'une souveraineté de l'État à travers la défense nationale, la justice équitable et la bonne gouvernance. Des fondamentaux qui constituent l'essence même d'un État valeureux. Une mission nous a été confiée, c'est une mission qui est foncièrement liée à la résolution de problèmes que le pays traverse et qu'on nous a appelés, n'est-ce pas, pour gérer. Pas pour gérer, mais pour aider à régler. C'est un véritable brain trust où de grands intellectuels se sont retrouvés en train de discuter des notions très fortes, très académiques concernant la paix, la cohésion sociale, concernant la réconciliation nationale, aussi la sécurité. La commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est la réunion, ou du moins une rencontre intergénérationnelle. Le sociologue Brema Eli Diko est l'un des membres. Il l'appelle affectueusement le groupe des trois. Dans cette collaboration, vous avez même trois catégories de jeunes. Vous avez les jeunes, donc c'est-à-dire nous, vous avez des jeunes vieux, vous avez aussi des vieux jeunes, parce que même les vieux parmi nous refusent d'être considérés comme vieux. Donc c'était un vrai cas d'école et c'est vrai que j'avoue que la collaboration a été très intéressante en ce sens où il y a eu l'humilité qui a caractérisé chaque personne. Vous avez des gens de profils différents, des historiens, des sociologues, des juristes, des administrateurs, des ambassadeurs. Chacun vient avec une expertise. Pour nous, les jeunes, c'est plutôt une sorte de formation pour apprendre déjà leur façon de voir le monde. Mais comme la charte, ce sera le document de référence pour toutes les questions de paix, de sécurité, de vivre ensemble, de réconciliation, de cohésion sociale, les jeunes, c'est eux l'avenir. Donc c'est eux qui doivent porter les flambeaux et les vieux, d'une certaine manière, partagent leur expertise ils ont suffisamment acquis d'expérience pour se dire, ok, de notre temps, voilà les choses qui n'ont pas marché et de notre perspective, voilà comment on devrait les faire. Une année de collaboration entre deux générations de la jeunesse et les vieux, mais tous maliens. Et une collaboration autour d'un document d'une très grande importance pour la nation malienne, la charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Donc vous voyez que les deux générations se retrouvent. C'est un problème national et c'est un souci national. Nous voulons tous de la paix et nous nous sommes tous donnés pour que ce document soit un bon document pour que la paix soit au Mali. Nous avons travaillé avec et les personnes âgées, et les jeunes, et les moins jeunes. Chacun y a apporté. Ce fut agréable et nous avons tous appris les uns des autres. La commission, dans sa politique de communication, a mis en avant les langues nationales. À chaque sortie, un accent particulier a été mis là-dessus. Les explications en bamanankan ont été d'un apport inestimable tant elles ont permis aux populations de mieux cerner les contours du document. Revenons à la plénière de ce vendredi 27 juin au CICB. Les discussions se tiennent autour du logo, du kakemono, du slogan et même de la forme de l'écriture qu'on devrait retrouver sur le document. Nous sommes en train de confectionner des slogans pour la cérémonie officielle de clôture de la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Comme vous avez pu le constater, les mots sont discutés, les sens sont discutés et le contenu, afin que les Maliens puissent s'approprier la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. L'esprit d'inclusivité qui caractérise le processus de consultation de toutes les parties prenantes est remporté haut la main par la Commission. Pour boucler la boucle, une présentation du document est prévue dans les prochains jours au président de la transition. Après cette étape, une véritable campagne de vulgarisation sera enclenchée pour que tous les Maliens, où qu'ils soient, puissent connaître la charte pour la paix et la réconciliation nationale dans ses moindres détails pour mieux l'expliquer à leur tour et à leur niveau. Et en attendant la cérémonie de remise officielle du document, un grand pas est franchi dans le cadre du dialogue national de la paix et la cohésion nationale. Le Mali a célébré hier la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique. Le thème de l'édition 2025 est « Tirer parti de la numérisation pour améliorer l'accès à l'information et à la responsabilité », un thème qui met l'accent sur la digitalisation des données pour une administration moderne, plus performante et plus adaptée aux besoins du citoyen. Le reportage de Batraouri. Le 23 juin est une date symbolique pour la fonction publique africaine et cela depuis 1994. C'est à cette date, lors de la première conférence panafricaine des ministres de la fonction publique à Tanger au Maroc, que l'initiative est née. Depuis cette date, la journée est l'occasion de faire le bilan des avancées et des défis et aussi de se projeter pour l'avenir. Pour une meilleure transformation de l'Afrique, les administrations devront encourager la culture du professionnalisme, des valeurs éthiques de nos différents services. La journée africaine de la fonction publique, ou encore journée des services publics, a pour objectif de reconnaître l'importance du travail des agents publics au service du développement de l'Afrique. Elle vise à favoriser la réflexion sur la mission, les défis et les réalisations de la fonction publique. Il vise également à s'appuyer sur les succès passés en se concentrant sur la promotion de la justice et les réparations en vue de renforcer la résilience de l'Afrique. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème « Tirer parti de la numérisation pour améliorer l'accès à l'information et la responsabilité ». La digitalisation joue en effet un rôle important dans la résilience des services publics. Elle garantit aux usagers de l'administration une prestation de services équitable et transparente. Ce thème met l'accent sur les voies et moyens d'utiliser le numérique pour améliorer l'accès à l'information, établir la transparence et engager la responsabilité des institutions publiques pour plus de redevabilité. Le ministre Fassoum Coulibaly nourrit l'espoir que la conférence débat sur le thème national permettra à l'assistance d'appréhender tous les contours de la numérisation.
En visite à Gao, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a rencontré les acteurs impliqués dans la gestion des questions migratoires. Une rencontre qui intervient au lendemain du lancement des activités du centre d'accueil, d'assistance et d'orientation des migrants. Le but est de parvenir à une meilleure coordination des questions migratoires. Le reportage de Aliou Idrissa Meiga. Par cette rencontre, le chef du département en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine veut échanger, partager des idées et discuter avec les membres du cadre de concertation régionale sur la migration à Gao. Objectif, dégager des pistes allant vers une meilleure prise en charge des migrants. Gao est une région de transit, de départ. C'est une région qui accueille ceux qui sont refoulés depuis beaucoup de pays voisins. Donc Gao a une tradition migratoire reconnue. D'où toute l'importance de la création de ces cadres, mais surtout l'importance de les redynamiser et de l'accompagner pour qu'il relève les défis. Ce cadre qui se veut d'être une plateforme de coordination, d'échange d'informations et de prise de décisions stratégiques et politiques, va sans nul doute renforcer la gestion de la migration dans la région de Gao. Pour le ministre Moussa Ag Attaher, ce cadre d'échange entre les acteurs concernés par la migration est plus que nécessaire. Selon lui, le dialogue sur les questions migratoires permettra sans doute de relever les défis. La migration à Gao est à la fois interne, régionale, même internationale, englobant des personnes en transit, des retournés, ainsi que des déplacés internes ayant des besoins spécifiques de protection, d'assistance et de réinsertion. Toutes nos admirations et toutes nos gratitudes pour l'humanisation que vous faites par rapport au retour de nos ressortissants dans tous les pays du monde où ils ont des problèmes et les répéter vraiment dans des conditions idéales. Le cadre a une expertise et une expérience, puisque déjà vu sur le terrain en compagnie des humanitaires qui sont présents pour les travaux. Le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, a inauguré hier le centre de recherche et de formation médicale au Point G. Ce centre est dédié à la lutte contre les maladies, notamment les cancers et les maladies génétiques. Une étape importante dans le renforcement de son système de santé. Sa réalisation a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre l'Université de Chicago et l'Université des sciences et des technologies de Bamako. Aïssata Saliou Maïga, reportage. Cette infrastructure de santé qui vient d'être inaugurée vise à renforcer le système de santé tout en facilitant le dépistage et le diagnostic de certaines pathologies comme les cancers et les maladies génétiques. Le centre de recherche de formation sur les pathologies moléculaires est doté d'équipements de pointe et d'un laboratoire mobile capable de réaliser 96 tests en 1 heure. Le CREFAM est conçu d'hommes et de femmes scientifiques, dynamiques, dévoués pour la cause des maladies. Ils sont à pied d'œuvre matin et soir, sans relâche pour le bien-être des patients. Sa création répond à un objectif majeur, mieux connaître les pathologies cancéreuses associées aux infections aux mutations génétiques. Avec un coût total de plus de 100 millions de francs CFA, l'infrastructure a été rénovée grâce au soutien du ministère en charge de la Santé. Et quant à celle de la clinique mobile, elle est le fruit d'une collaboration avec l'Université de Northwestern de Chicago, une clinique mobile qui sillonnera plusieurs localités du Mali en vue de soulager les malades. Ce partenariat a pris un autre volet récemment avec cette clinique mobile qu'on vient d'inaugurer. Cette clinique mobile nous permet de nous projeter au-delà de Bamako et aller dans les zones plus reculées où les services de dépistage et de prévention du cancer ne sont pas présents ou bien les équipements ne sont pas présents pour pouvoir faire rapidement par exemple le dépistage du cancer du col et de faire les traitements les mêmes jours. Ce n'est pas que le cancer du col, nous pensons aussi à coupler la prévention du cancer du sein
et toute autre pathologie que les femmes peuvent présenter, telles que les infections sexuellement transmissibles, les paludismes. Ce centre est le fruit de la coopération entre l'Université de Chicago et l'Université des sciences et techniques de technologie de Bamako à travers la faculté de médecine et de pharmacie du Point G. Sa réalisation a coûté plus de 100 millions de francs CFA, doté d'équipements et de matériel de pointe. Il vient combler le vide pour le dépistage et le diagnostic de certaines pathologies jusque-là non réalisables au Mali, dont les cancers et les maladies génétiques. À noter que le Centre de recherche de la formation sur les pathologies moléculaires a pour mission de renforcer les capacités de recherche biomédicale et la formation continue du personnel de santé. Informer et sensibiliser plus de 7 millions de personnes sur les avantages des méthodes modernes de la planification familiale. C'est l'objectif de la campagne nationale en faveur de la planification familiale. Une campagne couplée au dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Et pour cela, le gouvernement peut déjà compter sur certains partenaires. L'UNFPA apportera une contribution de 450 millions de francs CFA pour mener des activités à Bamako et à l'intérieur du Mali. La campagne a été lancée ce jeudi en commune 5 du district de Bamako. Le reportage de Fantama Magnantao. La planification familiale et le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein ont besoin de l'engagement de tous, particulièrement des décideurs pour relever les défis. D'où l'intérêt du lancement annuel de la 21e édition de la campagne nationale en faveur de la planification familiale. Que les campagnes jouent un rôle assez important dans le cadre de la mobilisation sociale en termes d'amélioration d'abord des connaissances des populations et en même temps aussi la mobilisation des résultats en termes du fait que les femmes partent vers les structures de santé pour prendre les méthodes contraceptives. Donc pour nous, au cours de cette campagne, le couple mère-enfant sera au rendez-vous. La pièce maîtresse de la campagne, c'est l'intégration des services. Donc le couple mère-enfant. Le Fonds des Nations Unies pour la population affirme son engagement indéfectible à accompagner le Mali dans la mise en œuvre du programme de développement sanitaire. Il s'agit du renforcement de l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive. Cette campagne est d'une importance capitale pour renforcer les capacités de choix des femmes, c'est-à-dire qu'il y a une variété de produits de contraception, donc les femmes peuvent choisir entre les différentes gammes de services qui sont offerts. Le Fonds des Nations Unies pour la population et tous les partenaires ici présents de l'ONASR sont fidèles à leur mandat, à leur engagement aux côtés du gouvernement pour assurer l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale. Cette campagne d'un mois contribuera à l'autonomisation des femmes et au développement socio-économique du pays. La planification n'est pas seulement une question de nombre d'enfants. C'est un pilier fondamental du développement humain et socio-économique. Elle permet aux femmes de maîtriser leur fécondité, de s'épanouir professionnellement, d'investir dans leur éducation et celle de leurs enfants. Cette campagne nationale, la 21e du nom, a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Une distribution des produits contraceptifs d'une valeur d'1,30 milliard de francs CFA se fera sur toute l'étendue du territoire national. Et l'UNFPA apportera plutôt une contribution de 1,3 milliard de francs CFA pour mener des activités à Bamako et à l'intérieur du pays. Une société privée de la place dote le centre d'accueil et de placement familial en kit solaire. Le geste vient appuyer les efforts du gouvernement pour améliorer le cadre de vie des pensionnaires du centre. Le reportage de Maïmouna Guindo. À la pouponnière de Niamana, chaque nuit était un défi.
Soigner un nourrisson sans lumière, faire sécher les larmes dans l'obscurité ou simplement veiller à la sécurité des lieux. Autant de gestes devenus difficiles à cause du délestage de courant. Mais tout ça est un mauvais souvenir car un vent d'espoir vient de traverser les murs de la structure. Et ce vent est porté par Felicity Solar qui a remis des kits solaires complets à la structure. C'est dans le but de donner une lueur d'espoir aux enfants démunis que nous avons choisi la pouponnière. Par conséquent, nous nous réjouissons de voir que nous pouvons contribuer à améliorer la vie de certains qui seront des leaders de demain. La direction de la pouponnière de Niamana, tout comme le département de tutelle, salue cet appui. Bénéficier de ces dons des Chinois, en l'occurrence Felicity Solar, qui dans le cadre de leur œuvre sociale, ils nous ont gratifié de ces dons-là, plus des vivres aussi que vous avez vu. Donc ça fait plusieurs panneaux, 66 panneaux, 3 batteries de 15 kVA, plus des convertisseurs et les accessoires. Vraiment ça fait plaisir. Donc du coup ça nous permet la prise en charge totale de ces bâtiments-là où les enfants sont logés. C'est là où le problème se pose, parce que c'est des bébés, c'est des enfants en situation d'handicap qui sont là. Vraiment, sans l'électricité, c'est dommage. Monsieur le directeur de Felicity, votre don fort appréciable, composé de 3 batteries lithium de 15 kWh, 66 panneaux de 450 watts, 3 convertisseurs, 12 lampadaires solaires, 5 cartons de lait, 50 sacs de riz, 2 cartons d'huile, 20 cartons de savon, 100 kg de fonio précuit, 20 cartons de macaroni, 10 cartons de savon. Sachez que tout ceci vont contribuer énormément à une amélioration de la prise en charge de ces pensionnaires. La lumière ne sera plus en luxe au centre d'accueil et de placement familial de Niamana, ce qui augure d'un lendemain meilleur pour la continuité du centre. Les femmes recommandent l'application effective de la loi relative à la promotion du genre dans les fonctions nominatives et électives. Elles souhaitent aussi l'adoption du projet de loi portant code de protection de l'enfant. Ce sont là quelques-unes des recommandations de la phase régionale des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille, dont les travaux ont pris fin ce mercredi à Bamako. Le reportage de Sokona Kamisoko. Gouvernance, genre et autonomisation, violence basée sur le genre, protection et promotion de l'enfant, tels sont entre autres thèmes débattus au cours de ces 3 jours de concertation entre experts, sociétés civiles et partenaires techniques et financiers. L'exercice s'inscrit dans le cadre de la phase régionale des États généraux de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Il avait pour but de faire une analyse approfondie des problématiques qui minent leur épanouissement avant de faire des propositions. Gouvernance, genre et autonomisation. Faire appliquer la loi 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Faire le suivi de l'application des textes qui régissent la participation des femmes à la gouvernance. Créer les points focaux au niveau des collectivités, districts, mairies et autres. Protection et promotion de l'enfant. Adopter le projet de la loi portant code de protection de l'enfant. Institutionnaliser une journée nationale dédiée aux enfants en situation de rue le 12 avril. Promotion de la famille. Institutionnaliser l'école des maris auprès de l'officier d'état civil et du ministre du culte. Élaborer le décret d'application de la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille concernant le mariage et le religieux devant un ministre du culte. Violence faite aux femmes et aux filles. Appliquer strictement les textes et lois pour dissuader les auteurs. On espère avoir avec la participation des plus hautes autorités, c'est-à-dire la prise en compte de nos doléances et pour qu'on augmente un peu nos budgets
au niveau du ministère et pour que nos doléances soient prises effectivement en charge. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un état général pour la promotion de la femme. Donc nous osions croire que ça va être une pérennisation dans les jours à venir. Ces assises ont été possibles grâce à l'appui du gouvernorat du district de Bamako. Ces 3 jours de travaux n'ont pas été suffisants pour épuiser l'ensemble des sujets en débat. Encore moins pour écouter tous les participants qui auraient souhaité apporter plus de contributions à ces assises. Le rapport que nous venons de suivre, produit d'une construction collective, a mis en évidence un grand nombre de vos aspirations. Il sera transmis à qui de droit pour la phase nationale. Et dans un communiqué, le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, salue avec une immense fierté, un profond engagement patriotique et une conscience élevée des enjeux géopolitiques, la visite officielle hautement stratégique effectuée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État en Fédération de Russie du 23 au 26 juin 2025. Le CNJ Mali salue tout particulièrement les efforts diplomatiques déployés durant cette visite et ont permis de poser les bases d'une collaboration renforcée au service du développement durable, de la stabilité sécuritaire et de la valorisation des ressources naturelles de notre pays. Les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration à la découverte de la Direction générale des collectivités territoriales. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la spécialisation des visiteurs. Daouda Kone a suivi la visite pour ORTM 1. La Direction générale des collectivités territoriales ouvre ses portes aux élèves fonctionnaires de la 7e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Les visiteurs, au nombre de 12, sont venus comprendre le fonctionnement et la mission de ce service central relevant du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous créons des passerelles avec ces élèves fonctionnaires. Nous créons des ponts et ces ponts assurent la continuité de l'État. Nous partageons une expérience. Nous capitalisons les bonnes pratiques et nous donnons les conseils pour éviter de faire des erreurs. Et nous donnons aussi la chance de pouvoir anticiper les problèmes et surtout de réussir là où nous avons connu des échecs en prenant des conseils sur ce que nous avons vécu. Mais surtout, notre souci, c'est de faire en sorte que l'État se perpétue. Il s'agissait de renforcer les connaissances des élèves fonctionnaires en matière d'action de développement régional et local, car ces futurs administrateurs veulent joindre la théorie à la pratique afin de mieux comprendre et connaître le pays davantage. Et ce que j'ai encore beaucoup apprécié, c'est les valeurs, en tout cas, qu'il nous a expliqué à travers la connaissance comme valeur, le respect de la richesse comme valeur, le dévouement comme valeur, la constance comme valeur et surtout la loyauté envers l'État. Je pense que c'est des valeurs qui, en tout cas, ne sont pas trompées dans les oreilles du sourd. Ils sont des valeurs qui seront, en tout cas, nôtres dans notre carrière, justement. Ça va au-delà de l'ENA. C'est toute leur carrière qu'il a tracée, qu'il a orientée. Donc, c'est tout cela qu'on est venu apprendre à la DGCT. Et nous pensons que les élèves fonctionnaires vont tirer le maximum de profit de cette visite d'échange. Cette visite entre dans le cadre de l'étude pédagogique de l'École nationale d'administration. Et nous restons avec Daouda Kone pour parler des travaux de la deuxième session ordinaire de la délégation spéciale du district de Bamako. À l'agenda de cette session, le point de l'opération de curage de caniveaux. Les administrateurs examinent aussi le projet de budget additionnel qui s'élève à 61 milliards de francs CFA. Suivons ce reportage.
Afin d'agir pour l'intérêt de la population du district de Bamako, la commission Affaires économiques et financières de la délégation spéciale du district de Bamako a proposé un projet de budget additionnel aux membres de la délégation. Ceux-ci apprécieront ce projet de budget additionnel qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme d'un peu plus de 61 milliards de francs CFA. Je souhaite que nos échanges durant cette session soient constructifs, animés par un esprit de responsabilité et de bonne collaboration pour aboutir à des choix budgétaires les plus justes et les plus pertinents pour l'intérêt de nos populations. À l'ouverture de la session, la deuxième vice-présidente a rappelé les grandes activités engagées par la mairie. En ce début d'hivernage et conformément aux instructions des plus hautes autorités, nous avons engagé l'opération de tirage des caniveaux et des traversées sous chaussée. Cette opération contribuera sans doute à minimiser les dégâts liés aux inondations qui constituent une source d'insécurité pour les populations de la capitale. La délégation spéciale du district, conformément à sa feuille de route, s'est fixée comme objectif d'œuvrer pour l'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako, d'instaurer une bonne gouvernance financière au sein de l'administration communale, afin de rendre des services de meilleure qualité aux populations. Pour un rappel, le budget additionnel est un budget rectificatif du budget primitif qui se manifeste par soit des compléments ou des réductions, soit par des opérations nouvelles tant en recettes qu'en dépenses. À l'intérieur du pays et précisément dans la cité des Balanzons pour parler de la fin de la visite des stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité. La dernière étape a concerné l'usine Comantex, la première mosquée de Sekoro et la mosquée de la mère du roi Biton Koulibaly. Le reportage de Honoré Chenou et Karamoro Traoré. Dans la poursuite du programme de visite à Ségou et conformément à leur esprit de formation, les stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité ont visité l'usine Comatex. Là, ils se sont imprégnés du fonctionnement général de cette unité et sa place dans l'économie locale et nationale. On a constaté en tout cas des cadres dévoués, des ouvriers dévoués, et en tout cas qui participent en tout cas à la bonne marche de cette industrie. On s'est rendu compte effectivement de l'importance capitale dont on les relève. Et l'enjeu sécuritaire en tout cas est assez multiple en ce sens qu'il joue un rôle effectivement côté personne, côté bien, et ensuite les équipements, les matières premières et les produits finis. Aussi d'autres visites à Sekoro pour voir de près le Biton Blo, la première mosquée de Sekoro et la mosquée de la maman du roi Biton Koulibaly. C'est là pour estimer l'enjeu sécuritaire de ces sites. Aujourd'hui, avec cette visite, qu'on clôture par cette visite touristique à Sekoro, on a vu comment est-ce que le pouvoir était structuré, organisé. Nous avons aussi sillonné, comme vous l'avez constaté, les grandes entreprises, les sociétés économiques. Et pour faire les liens entre l'économique et le sécuritaire. Et vraiment, ça a été très bénéfique. Ça a vraiment permis aux stagiaires à l'encadrement de confronter les connaissances théoriques avec les réalités pratiques du terrain. La visite aura permis aux stagiaires de mieux comprendre l'origine de certains noms de famille. Selon le directeur des études Sadio Toumoda, les stagiaires y retournent très fiers de ce voyage d'études à Ségou, a-t-il ajouté. L'ONG Adra Mali apporte une assistance aux ménages déplacés dans les cercles de Tomia et Fangasso à travers la distribution de 1000 kits alimentaires. En plus de ces familles, elle a remis des équipements et matériel bureautique à 5 communes des 10 cercles. Voyons tout cela avec Drissa Kone. C'est le top départ d'une vaste campagne de distribution de kits alimentaires, riz, mil, haricots et huile et de cachets monétaires par Adra Mali à 1000 ménages déplacés internes et leurs hôtes dans les cercles de Tominia et Fangasso. La cérémonie est couplée à la remise d'équipements et matériel bureautique à 5 communes des 10 cercles et à la préfecture de Tominia, ainsi que des tablettes aux premiers répondants communautaires et aux plateformes de femmes.
C'est la 3e fois consécutive que nous remettons des kits à 1000 ménages dans le cadre du projet BMZ Nexus. Et ces kits alimentaires et le cash transfert ont une valeur de 72 millions de francs CFA. Et le projet GFFO, qui est un projet complémentaire au projet BMZ Nexus, où nous avons remis ce matin des équipements et des tablettes aux premiers répondants qui vont gérer le SAP et la gestion des catastrophes. Et au total, la cérémonie de ce matin englobe des kits d'une valeur de 81 millions de francs CFA sur les 2 projets. Ces actions constituent un apport substantiel face aux besoins de l'heure. À la période où nous sommes, c'est presque les greniers sont vides. Encore si vous avez des gens qui sont venus rechercher ce toit, si on a ce partenaire qui nous a appuyés, ça va, c'est une épine de moins. Un matériel informatique est tellement précieux, tellement important pour que nous ayons nos données sur place. Et tout ce qui est en train de se passer, tout ce que les ONG font, en réalité c'est l'État qui doit le faire. Mais l'État n'a pas les moyens de tout faire. Vraiment c'est le lieu de les remercier et de les encourager et les réaffirmer encore la disponibilité des autorités locales à œuvrer à leur côté pour le bonheur vraiment de nos populations. À noter que les 2 projets sont financés par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères GFFO. Je vous le disais hier, la Venise malienne dans toutes ses dimensions vibre au rythme de la 3e édition de la semaine artistique et culturelle. Au programme des concerts géants gratuits, compétitions interquartiers à travers 6 numéros artistiques pour promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix, des foires d'exposition, ventes et autres. Le ministre en charge de la culture a procédé au lancement officiel de ce grand rendez-vous culturel. C'était en présence de Boubacar Sankaré et de Djakalia Traoré. C'est parti pour la 3e édition de la semaine artistique et culturelle de Mopti. Durant une semaine, la Venise malienne va vibrer au rythme des arts et de la culture. Premier acte des activités, la montée des couleurs nationales et de l'AIS, suivie de l'exécution des 2 hymnes par la fanfare communale. À la suite de ces actes citoyens et patriotiques, les 11 quartiers de la ville et les différentes communautés de la région entame le tour d'honneur en présence des autorités, au premier rang le ministre en charge de la culture, Mamou Dafé. Ce rendez-vous culturel annuel, initié par la mairie de la commune urbaine de Mopti, est placé sous le thème « La culture comme moteur de résilience et d'autonomisation des femmes ». Nos villes et nos communautés doivent être plus que jamais le vecteur d'une convivialité et d'une solidarité accrue. Et nulle part, mieux que la culture et ces moments d'émotion partagés, n'est pas le cœur commun du vivre ensemble, de la paix et la cohésion nationale. L'édition 2025 a enregistré la participation des délégations venues des communes de Ouaïgouya au Burkina Faso et de Sambera au Niger, histoire de tisser et de renforcer les liens de coopération entre les communes de l'AIS. J'invite chacun de nous à utiliser la culture comme vecteur d'intégration pour nos pays de l'AIS en général et pour nos communes respectives, en particulier pour une meilleure résilience et autonomisation reçue des femmes. Qu'il me soit permis ici de saluer la détermination et le courage des forces de défense et de sécurité des pays de l'Alliance qui, chaque jour, engrangent des victoires éclatantes sous le leadership de nos 3 vaillants chefs d'État. Cette 3e édition de la semaine artistique et culturelle de Mopti s'inscrit en droite ligne de l'initiative du président de la transition, à savoir faire de l'année 2025 l'année de la culture au Mali. Aujourd'hui, nous avons vu les cultures en résistance. Oui, aujourd'hui, vous avez démontré l'unité dans la diversité. J'ai été impressionné. Et c'était un bonheur pour le ministre de l'Artisanat et de la Culture que je suis. Et un bonheur et un honneur pour le professionnel de la culture que je suis et de l'artisanat, de voir comment la culture, comme facteur de paix et d'unité, peut se mettre ensemble. La culture et les arts sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer notre identité commune. La semaine artistique et culturelle de Mopti, c'est aussi un nouvel élan d'animation continue de la ville à travers la foire exposition vente, des formations,
des caravanes de sensibilisation et des compétitions interquartiers et des concerts géants. Nous restons dans le domaine de la culture. Rendons-nous à Kay où s'est tenue la rencontre Faso-Barokene, un cadre d'échange visant à valoriser notre patrimoine culturel. Placé sous le thème Maya ni Dambe, la rencontre a été présidée par le gouverneur de région. Le reportage de Kansutu Kalunte. Après Kouloukoro, Mopti, Sikasso, c'est au tour de Kay, capitale des rails, carrefour de civilisation où se croisent les héritages soninké, Khasonké, Bambara, Peul, Mor, Balenké, Wolof, d'accueillir avec joie et fierté ce jeudi 26 juin 2025 cet espace Faso-Barokene ou débat citoyen. Initié par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, cette rencontre placée sous le thème Maya ni Dambe pour une culture du Mali-Croix est animée par un éminent communicateur traditionnel, Bourama Soumano, venu de Bamako pour la circonstance, et à ses côtés, deux communicateurs traditionnels, Elhaj Dama Issa Sako, promoteur du centre culturel Tumbi Fara du Kay, et le président du Recotrad, Oumar Kouyaté. Maya, c'est l'humanité de Dambe, c'est les limites de l'homme dans toutes ses dimensions. Un homme sans limite, quel que soit ce qu'il possède, ce qu'il sait et sa capacité, il va droit au mur. Dambe, c'est un pouvoir limité, bien cadré, et qui va avec les lois modernes et les lois traditionnelles que nous appelons Dambe ou limites de l'individu. Il a été démontré que les jeunes d'aujourd'hui sont en train d'ignorer ou n'appliquent pas certaines pratiques de notre société, qui ont fait la fierté de notre pays, qui ont vraiment fait le Mali ce qu'il est aujourd'hui. Donc voyant ces pratiques bafouées, voyant ces pratiques ignorées, nous avons pris l'initiative de changer de comportement à travers cette session Faso-Barokene qui est animée mensuellement par des éminentes personnalités, des historiens, des autres personnes à l'endroit de la jeunesse de notre pays. Pour vraiment changer les mentalités, Faso-Barokene est une initiative de M. le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Pour le chef de l'exécutif régional, cette rencontre vient à point nommé. Elle est une réponse culturelle et intellectuelle à une époque où nos sociétés sont traversées par des crises identitaires, des violences, des pertes de repères. Elle est un acte de résistance face à l'oubli. Elle est un cri du cœur en faveur de la préservation de nos langues, de nos traditions orales, de nos danses, de nos musiques, de nos rites et de nos modes de vie. Rappelons que cet espace Faso-Barokene s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Culture Mali 2025, faisant suite à l'année de la culture 2025 décrétée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. La communauté des Minyanka se mobilise à Bamako pour promouvoir la cohésion sociale. C'était hier soir à travers un concert initié par un jeune artiste, Miankala Kono, organisé au Palais de la Culture. Le spectacle a été suivi par Dourache Diakité. Les Miankas sont à pied d'œuvre pour consolider les relations sociales sans distinction des races ni d'ethnie. Les spectateurs sont venus de partout pour cet événement culturel baptisé la Nuit de la cohésion sociale. Et la salle des spectacles de la Cité des enfants a refusé du monde. C'est un acte fort au plan de la cohésion. Je pense que la thématique en tant que telle, la cohésion sociale, nous en avons besoin aujourd'hui. Nous souhaitons, en tant que Mambala, travailler la main dans la cohésion, dans la paix et dans la sécurité. Les sketchs et les prestations d'artistes ont marqué cette nuit. Le pardon et la paix ont été chantés au début de l'événement par Miankala Kono en langue Mianka. Cette année a été dédiée à la culture par les autorités qui ne souhaitent que la paix au Mali. C'est pourquoi nous avons organisé ces concerts pour apporter notre contribution. Toutes les ethnies sont représentées ici. Les invités d'honneur de ce concert de paix sont les associations Guina Dogon et Tapital Poulakou. Le parrain et la marraine encouragent les organisateurs dans la promotion de la culture malienne. Très beau concert avec le jeune artiste Mianka qui chante la paix, qui chante l'unité, qui chante la cohésion, qui chante l'entraide entre tous les fils du pays et particulièrement la communauté Mianka, la communauté Mamala qui est composée de beaucoup d'ethnies. On peut dire que c'est l'unité dans la diversité qu'il prône et qu'il chante. Et il nous invite
à cette union sacrée dont le pays a besoin aujourd'hui pour se développer. Nous savons que les défis aujourd'hui sont nombreux et les artistes ont décidé de jouer leur partition. Et les jeunes Mianka, Ambroise fait partie de ces jeunes aujourd'hui qui méritent d'être soutenus. C'est pourquoi quand il nous a contactés pour être les parrains de cet événement, nous n'avons pas hésité un moment. Les organisateurs ont donné des attestations de reconnaissance à certaines personnes, dont le parrain et la marraine, pour leurs efforts. Ces derniers ont aussi bénéficié de la carte d'honneur de l'association Beni Kéléanton. Pour la cohésion sociale, les invités sont restés jusqu'à 2h du matin. Voilà la communauté Mamala en fête à la Cité des enfants de Bamako. Repartons au Niger. Je vous le disais, le Conseil consultatif pour la refondation, le nouvel organe législatif de la transition, a été officiellement installé ce samedi à la faveur de la première session de l'institution. Et parmi les invités à la cérémonie d'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger, le président du CNT. Dans son adresse à cette auguste assemblée, le général de corps d'armée Malik Diaw a remercié le président nigérien Abdourahmane Chani pour la mise en place de cet organe législatif de la transition qui, selon lui, constitue un signal fort dans la marche des pays de l'AES vers leur indépendance totale. Nos envoyés spéciaux sont Chaka Konaté et Idrissa Traoré. Le président du Conseil national de transition salue l'installation au Niger d'un organe législatif qui constitue un pilier fort de la transition. L'installation du Conseil consultatif de la refondation est un signal fort dans la marche des États du Sahel vers leur indépendance totale. Elle marque une fois de plus une étape importante dans notre quête de souveraineté. Elle traduit à juste titre les préoccupations du peuple nigérien. Cette cérémonie est le signe d'une adhésion pleine et totale du peuple nigérien aux idéaux de la refondation, si chère au président de la République du Niger. Nous disons merci à son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Chani, pour la mise en place de cet organe. Et le général Diaw de féliciter le président et les membres du CCR pour les choix portés sur eux pour animer cette institution, convaincus qu'ils sauront relever les énormes défis qui les attendent, dont celui de la lutte contre les forces du mal qui changent de stratégie chaque fois qu'on leur inflige une défaite. Coup de chapeau donc du président du CNT aux forces de défense et de sécurité de l'AES qui combattent les groupes terroristes. Il me plaît une fois de plus de saluer le leadership de nos trois présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction pour les prouesses réalisées par les forces coalisées des pays du Sahel qui désormais terrorisent les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Que personne ne se trompe, les attaques ignobles et les tueries en masse de paisibles populations sans défense de ces dernières semaines sont la preuve que les terroristes sont aux abois et sont incapables de faire face à la puissance de feu de nos armées. Ils procèdent donc par lâcheté et font couler le sang des innocents. Ces forces du mal vivent leurs derniers instants, Monsieur le Président. L'AES est notre réponse aux manipulations extérieures. Ensemble, nous reprenons le contrôle de notre sécurité, disait au mois de mars dernier le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au groupe terroriste et à l'air parrain, le général Malik Diaw rappelle que la donne a changé et qu'il n'est plus question de faire main basse sur les immenses ressources dont regorgent les sous-sols sahéliens. Les parents du terrorisme international doivent savoir que le terrorisme n'a pas de frontières, a-t-il martelé, avant de condamner l'acte inamical du voisin algérien pour son implication dans la destruction d'un aéronef malien. C'est le lieu de rappeler que nous avons suivi avec consternation et indignation, à travers le communiqué du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef des forces armées et de sécurité du Mali dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025
à Tizawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. À cet effet, le Conseil national de transition, organe législatif de transition du Mali, a condamné avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le président du CNT a enfin brandi les acquis de l'AES, mise en circulation d'un passeport, adoption d'un drapeau, d'un hymne, projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, des acquis réalisés en moins d'1 an. Et vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport dans cette édition. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir Awa Litma Kamara. Fin ce samedi des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel au Palais des Sports Salamatou Maïga. La cérémonie de clôture a connu une mobilisation exceptionnelle en présence de plusieurs personnalités des 3 pays de l'AES. Au classement général, le Mali se taille la part du lion avec 27 médailles d'or, suivi du Niger 20 or et du Burkina Faso 14 or. Au-delà du résultat sportif, la jeunesse de l'AES a montré à la face du monde son unité. Les temps forts de cette cérémonie avec Abdul Karim Kaba et Oumar Katraoré. Une semaine de fraternité sportive, de paix, d'intégration et surtout de vivre ensemble. Les premiers Jeux de l'AES incarnent la volonté politique des 3 chefs d'État de renforcer leur intégration par la culture et le sport. Au-delà de la performance sportive, ces premiers Jeux de l'AES constituent un symbole fort de la coopération sahélienne. Vous avez montré que l'esprit sahélien n'est pas seulement fait de sable, de soleil, mais surtout de talent, de discipline, de dignité et de grandeur d'âme. Vous êtes les héros d'une jeunesse en marche, les visages d'un Sahel debout, fier et compétent. Ces Jeux ont démontré une vérité essentielle. Lorsque l'Afrique se donne la main, elle est invincible. Et lorsque le Sahel avance uni, il ouvre une voie nouvelle, forte, libre, souveraine, comme l'atteste la devise des Jeux de l'AES. Toujours unis, toujours résilients, toujours plus forts. Durant une semaine, les athlètes du Mali, de Burkina Faso et du Niger se sont affrontés dans 9 disciplines. Riche en lumière et son, la cérémonie de clôture a comblé les attentes à travers la diversité culturelle démontrée par l'islam, les jongleurs de ballon et le spectacle sur Capitaine Thomas Sankara. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Peu importe le classement général avec le Mali en tête avec 27 médailles en or, le Niger 20 médailles et le Burkina Faso avec 14 médailles en or. La première édition des Jeux de l'AES aura été un cadre d'expression des jeunes. Un symbole fort pour une région en quête de renaissance. Le rendez-vous est pris pour le 2e Jeu de l'AES au Burkina Faso. C'est pourquoi le drapeau des Jeux a été remis au ministre burkinabé en charge de la jeunesse et des sports. Et oui, la fête fut belle, Siragatou Sissé. On l'a suivie en direct à la télé. Elle restera dans les annales de l'histoire. De la mise en scène à la symphonie, tout a été ficelé par la commission d'organisation. Oui, les petits plats ont été mis dans les grands pour donner à l'événement tout son sens. Les premiers Jeux de l'AES ont permis à la jeunesse de ces 3 pays de communier dans la ferveur. Les coulisses de cette cérémonie avec Moussa Diabaté et Sidiki Touré. Des sketchs islam sur le patriotisme riche en émotions ont tenu en haleine les spectateurs de cette cérémonie de clôture des premiers Jeux de l'AES.
Ensuite, le talentueux jongleur Moussa Ballon et son équipe ont fait vibrer la salle Salamatou Maïga à leur tour. Particulièrement pour nous, elle se déroule 3 semaines avant le championnat d'Afrique et ça fait en quelque sorte office d'une mise en jambe avant de rencontrer l'échéance continentale. Et voilà, ça permet surtout de renouer les liens entre les pays de l'AES. Ça a été une semaine merveilleuse, on a été bien accueillis, bien installés et la compétition s'est très bien passée aussi. On est bien parce qu'on a remporté, on avait un objectif et l'objectif a été fait. On a été primé au classement général. Autre temps fort, la présentation des 3 grands ambassadeurs de ce premier jeu de l'AES. Daba Modibo Keïta du Mali, double champion du monde en taekwondo. Abdourazaka Issoulou, Alpha Gad du Niger, 2 fois champion d'Afrique aussi en taekwondo. Et Iron Bibi du Burkina Faso, reconnu comme l'homme le plus fort du monde. Le sport nous réunit et ça unit davantage ces 3 pays parce que nous avons la même vision. Et le fait de faire bouger la jeunesse, les compétitions, ça va créer beaucoup de champions. On est très fiers aujourd'hui de voir nos frères de l'AES se préparer pour les compétitions à venir. Parce que notre objectif, c'est de ramener des médailles pour notre espace. Obligatoirement, c'est une satisfaction personnelle et j'invite les jeunes athlètes maliens à se donner encore au maximum pour se servir de ces jeux de l'AES comme une sorte de préparation afin que les autres compétitions, les autres échéances, en fait, que le Mali puisse encore occuper la première place. L'AES a toujours unie, toujours résiliente et toujours forte. Et vivement les Jeux de l'AES au Burkina Faso, Siragatou. Coupe du monde de basket des moins de 19 ans, garçons, le Mali réussit ce matin une entrée remarquable dans la compétition face à la Serbie. Score final 72-70 au terme des matchs a coupé le souffle, 24-14 et 40-39 pour le Mali à la mi-temps. La Serbie égalise au 3e quart-temps avant le réveil des Aiglonnais 72-70. C'est la première fois qu'une équipe africaine gagne face à la Serbie. Le Mali remporte une victoire pour son entrée en lice donc face à cette équipe de la Serbie, vice-championne du monde. Le joueur Sekou Bakayogo a marqué à lui seul 21 points. Ça va vite en basket, dites-moi Camara. Le prochain rendez-vous du Mali, c'est déjà ce dimanche à 12h temps universel face à la Nouvelle-Zélande, vainqueur de l'Argentine 77-72. Et bonne chance aux nôtres, on va dire. Tout à fait. Merci bien, Siragatou Sissé, pour toutes ces précisions. Et une erreur nous a fait annoncer que l'UNFPA accompagnera le Mali pour mener des activités à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. C'était plutôt 1,30 milliard de francs CFA. Toutes nos excuses. À suivre juste après ce journal, la version Bamanakan de l'interview bilan du président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, bilan d'une visite officielle de 5 jours sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine en Russie. Un entretien accordé à nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Adama Kamara. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.